Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. Aujourd'hui, je rencontre Maxime Blondeau pour son livre Géoconscience, publié par les éditions Alary, dans lequel Maxime nous révèle le caractère vital et fascinant de notre habitat commun. On est en ce moment dans un bouleversement cosmographique, on est dans un moment où la façon dont on se représente le monde se transforme et que ça se traduit par à la fois une recomposition qui peut donner confiance, mais aussi des résistances en fait, qui nous font faire plein d'erreurs. Bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue dans Radio Recyclerie et bravo car ton livre a été sélectionné dans le cadre du prix du livre environnement 2025. Depuis 2006, la fondation Veolia, elle décerne le prix du livre environnement pour soutenir et promouvoir les écrivains et les maisons d'édition qui concourent à la sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs de la planète avec comme idée fixe, c'est par la lecture qu'on peut sensibiliser au mieux aux enjeux de notre planète. Quels sont les pouvoirs que toi tu donnes à la lecture, Maxime ? Ça y est, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, la lecture pour moi, depuis toujours, je pense depuis l'enfance, c'est d'abord la stimulation. Je pense que ça a toujours été pour moi un moyen de réfléchir, un moyen de penser, un moyen d'imaginer. C'est un outil d'évasion, bien sûr. Moi, j'ai toujours lu de la bande dessinée. J'ai très jeune commencé à lire de la bande dessinée, donc c'était vraiment pour moi découvrir des paysages, des mondes lointains, exotiques. Donc ça a été ça. Un peu plus tard, j'ai compris que c'était aussi penser à travers l'esprit d'un autre que soi. Quand j'ai commencé à lire des essais, quand j'ai commencé à lire, on va dire, des ouvrages un petit peu plus pointus ou plus riches, c'est à ça que ça sert pour moi la lecture. C'est penser à travers un autre esprit, donc c'est s'agrandir de l'expérience d'un autre. Et puis, je citerai une phrase que j'ai entendue et qui correspond un peu à mon travail. Pour moi, la lecture, c'est s'arracher aux coordonnées de son existence. Donc il y a un côté un petit peu extatique au sens littéral du terme dans la lecture, quoi. C'est sortir de soi. Et personnellement, j'en ai besoin dans la vie. Je te pose tout de suite la question à laquelle je détesterais répondre et je m'excuse d'avance. Mais je pense que là, toi, tu le dis, la lecture a une place particulière. Il y a des livres qui marquent et qui marquent en l'occurrence vraiment un avant-après. Tu sais, des fois, on pose la question autrement en disant si jamais tu devais apporter un seul livre sur une île déserte, lequel serait-ce ? Est-ce que toi, tu as un ou voire quelques livres qui te viennent en tête comme ça et qui ont marqué, cristallisé quelque chose de fort dans ta vie ? Si tu arrives à répondre à ça, vas-y. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai quelques livres cultes, donc je peux aussi répondre à cette question en parlant des livres que j'ai lus plusieurs fois. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, il n'y a pas beaucoup de livres qu'on a lus plusieurs fois. Non, t'as raison. Donc moi, il y a un livre que j'ai lu 3 fois, c'est le record. C'est un livre de science-fiction ou de philosophie qui s'appelle La Horde du Contrevent par Alain Damasio. Oh là là. Donc je l'ai lu 3 fois. C'est le seul livre que je peux lire tous les 3-4 ans. Je prends quelques jours et je le relis. Est-ce que dedans, ça compte le fait que tu aies lu aussi la BD de l'adaptation ou pas du tout ? J'ai aussi lu en plus la BD de l'adaptation. Ouais. Mais donc voilà, Alain Damasio, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment ce livre-là, moi, qui me transporte très loin et qui me fait réfléchir. Mais après, j'ai d'autres œuvres cultes comme L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. C'est l'histoire d'un alchimiste médecin au XVIIe siècle en Europe et qui vit les transformations de son temps. C'est une biographie un peu historique, c'est extraordinaire, j'adore, quoi. Puis après, il y a des œuvres dont je reparlerai tout à l'heure, je pense, des œuvres plus essais, comme Regard sur le monde actuel de Paul Valéry, que j'aime beaucoup. Voilà, je pourrais citer ça. Mais le livre que j'ai le plus lu, c'est La Horde du Contrevent de Damasio. J'adore. Et est-ce que tu arrives à te passer du marque-page qui donne le signe de chaque personnage, ou est-ce que tu en as toujours besoin pour comprendre qui parle en début de chaque paragraphe ? Oui, alors pour les auditeurs, en fait, c'est un roman polyphonique où chaque
paragraphes, pas paragraphes, mais en fait c'est plutôt des monologues successifs. Et il y a un petit symbole au début du monologue successif qui correspond au personnage. Au début, on a besoin du marque-page pour savoir qui parle. Et je pense que vers un cinquième du livre, on est habitué, on reconnaît même le style et le ton. On reconnaît la voix en fait du personnage, donc il y a même plus besoin du marque-page ni même du symbole en fait. C'est vraiment on est vraiment rentré dans la peau des personnages. Mais en effet, au démarrage, il faut le petit guide marque-page. Écoute, ça y est, tu me donnes envie de le relire parce que justement, tu vois, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Et Bah, il est meilleur à chaque oui, j'en lecture. suis persuadé. Et on en reparlait avec une amie il y a pas longtemps, avec Gourmandise, donc ça m'a donné envie. Si ma pile de livres à lire n'était pas aussi grande, je crois que je m'y plongerais sans attendre. Je te pose quand même cette question qui m'intéresse aussi. C'est lire, c'est une chose, tu vois, mais écrire, je trouve que c'est quand même, je sais pas, carrément presque une autre activité en soi. Toi, tu as toujours écrit, tu t'es mis à écrire récemment. Raconte un peu quand tu as lancé cette carrière d'auteur. Je sais pas si tu te dis écrivain ou auteur d'ailleurs. Ça fait peut-être partie de ta réponse. Alors, je suis plus auteur qu'écrivain, oui. Aujourd'hui, en tout cas, je deviendrai peut-être écrivain, peut-être le jour où j'écrirai des romans, ce qui fait partie de mes objectifs, on va dire, à moyen long terme. Mais là, pour l'instant, je me qualifierais plus d'auteur. Bah, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire depuis l'adolescence, hein. J'ai fait des tentatives de romans, peut-être à 14 ans, absolument illisibles et complètement fous. Et puis j'ai peut-être passé 20 ans sans écrire, en tout cas sans écrire en dehors de l'activité professionnelle qui consistait à écrire des mails, des dossiers, des livres blancs ou des rapports. Et puis j'ai quand même tenu un blog pendant 2 ans en 2010, donc c'était il y a 15 ans, où pendant 2 ans j'écrivais beaucoup. C'était pendant mes grands voyages, quand j'étais en Chine, quand j'étais au Tibet et en Italie. Au début des années 2010, j'ai beaucoup écrit pour moi, pendant 2-3 ans. Je sais pas ce que j'en ferais de ces textes, mais ça m'a un peu lancé. Puis après, pendant 10-15 ans, j'ai plus du tout écrit. Et en 2002, en sortant de projets entrepreneuriaux, associatifs, je me suis lancé sur l'écriture sur LinkedIn. Et c'est un peu là que j'ai découvert que certaines personnes aimaient bien ce que j'écrivais. Et évidemment, ben, quand on a un public ou une audience qui te dit continue, ben, ça m'a donné l'énergie d'en faire presque un mode de vie, quoi, d'intégrer l'écriture dans mon quotidien. Et c'est ce qui s'est passé. Ça t'a autorisé à t'y lancer pleinement et à la fois, j'ai l'impression qu'autant écriture de blog ou écriture de post sur LinkedIn, ça donne un peu finalement la base, l'assise, parce qu'il y a cette idée de revenir tous les jours à son texte, de peaufiner ses idées. Et donc, tu avais déjà presque un peu travaillé cette régularité que nécessite l'écriture déjà. Oui, 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 complètement. Là, mes publications sur LinkedIn, c'était pendant 3 ans une publication par jour, tous les matins à 8 heures. Et ça correspond, je crois, assez bien à l'écriture de grandes œuvres, de romans ou d'œuvres importantes, peut-être même aussi le métier de scientifique qui écrit quotidiennement. Donc oui, moi, ça a été la communauté sur LinkedIn qui a été mon driver, mon moteur. Mais c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps en germe. Est-ce que tu sais, Maxime, pour qui tu écris ? Alors, en fait, l'histoire est assez amusante parce que au départ, j'écrivais pour moi. À l'adolescence et peut-être mes premiers blogs, là, 2010, j'écrivais vraiment pour moi. C'est-à-dire que je pensais même pas à la réception. D'une certaine manière, j'étais vraiment dans une logique d'expression et c'est peut-être aussi pour ça que c'était pas très bien, dans le sens où c'était pas fait pour être reçu. Là, sur la dernière période, on va dire sur les 3-4 dernières années, au départ, sur LinkedIn, j'avais vraiment l'intention de viser l'entreprise. On va dire le monde de l'entreprise en général. Je sortais donc, comme je le disais, de 2 grands projets associatifs qui sont le Printemps écologique, l'éco-syndicat, premier syndicat écologique, et Selcop, une coopérative de transport de passagers en voilier, à Vannes, où j'habite, dans le sud de la Bretagne. Et ces 2 projets qui sont pas des projets, on va dire, rémunérateurs, avec un salaire, etc. Donc j'y avais passé 2-3 ans, mais en gros, je m'épuisais un peu au niveau économique, pour faire simple.
Et donc, du coup, je me suis dit, bon, j'enseigne depuis 10 ans, j'ai des idées, des convictions. Peut-être que ça peut intéresser le monde de l'entreprise. Donc, je vais aller sur LinkedIn, écrire un petit peu des textes qui correspondent à mon regard. Et peut-être que ça va me donner la possibilité d'offrir de la formation en entreprise ou d'intervenir dans le monde de l'entreprise. Donc, au départ, c'était ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, là, on est en juin, non, on est en mai 2022, et en fait, très vite, dès le premier mois, le deuxième mois, en fait, je réalise que c'est pas l'entreprise ou le monde de l'entreprise qui réagit, mais vraiment le grand public, quoi, les gens. Donc, en fait, très rapidement, le destinataire de ce que j'écris, c'est devenu tout le monde, avec des classes sociales, économiques et culturelles très variées, des âges très différents. Et c'est peut-être devenu un guide pour moi, c'est-à-dire que je veux écrire des choses qui, tout en étant quand même un peu érudites, un petit peu sourcées, avec des références à la science, à la littérature, à la poésie, qui restent quand même accessibles dans le ton et dans l'approche, et qui potentiellement peuvent plaire à des adolescents de 13 ou 14 ans, tout comme à des retraités de 80 ans, quoi. C'est ce que j'ai essayé de viser. Et donc voilà, donc pour qui c'est devenu pour un peu tout le monde, ou en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à mes sujets. Et ce que tu dis pas, c'est qu'effectivement, tu es très suivi sur LinkedIn. Je vais pas donner un chiffre parce que il va être à peu près et tu vas le faire mieux que moi. C'est combien de personnes maintenant qui te suivent sur LinkedIn? Tes publications ont été lues combien de fois? Ah ben, C'est fou, non? bah, au moment où j'ai publié Géoconscience, donc en 2024, l'année dernière, il y avait à peu près 100 000 personnes qui me suivaient. Donc le but, c'était vraiment la publication de ce livre, c'était d'offrir justement à la communauté qui s'était constituée sur les 2 années précédentes, ces 100 000 personnes, bah, d'offrir un livre qui récapitule un peu un florilège de mes meilleures publications, augmenté de nouveaux textes. Donc c'était vraiment ça le but de la publication du livre. Maintenant, il doit y avoir 200 000 personnes, un petit peu moins de 200 000 personnes. Et en fait, le projet s'est élargi, quoi, hein. On n'est plus sur un livre florilège de LinkedIn, on est sur le début d'une trilogie en trois bouquins sur 6 ans, je pense. C'est des livres qui vont sortir tous les 2 ans. Et c'est devenu un projet un petit peu plus ambitieux. On en parle justement de ton livre Géoconscience, qui est en soi déjà, si on restait sur le tome 1, comme une œuvre à part entière, un projet ambitieux. C'est un format ambitieux, c'est un beau livre. Il y a des images, il y a des textes, il y a tout un tas de choses. Pourquoi ce format? Pourquoi tu t'es pas mis de limite? Moi, j'ai l'impression, quand j'ouvre ton livre, je me dis, waouh, le mec a presque pas écouté les éditeurs, il s'est dit, je fais le livre comme je veux. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un livre qui est très graphique. Donc moi, mon sujet, c'est la cosmographie. Donc une réflexion sur notre manière de représenter graphiquement le monde, quoi, le territoire, l'espace, le temps, le vivant. Et en gros, ma conviction, c'est que les dérèglements écologiques viennent de l'écart qui existe entre la représentation du monde et le monde lui-même. L'écart de représentation graphique, quoi. Et quand je dis graphique, ben, c'est à la fois le langage, l'écriture, la photographie, le cinéma, la donnée numérique, en gros tout ce qu'on utilise pour aller se raconter le territoire. Et donc du coup, j'ai voulu faire un bouquin qui soit très graphique. Alors d'où ça vient? En fait, ça vient du fait qu'en 2022, donc justement au moment où je me mets à écrire sur LinkedIn, j'ai décidé de suivre un parcours de formation d'auteur de BD. Donc pendant 6 mois, j'ai un jour par semaine, j'avais une formation d'auteur de BD, et sans doute que ça m'a... j'ai pas fait de BD au final, j'espère en faire un jour, mais ça m'a, on va dire, initié à une réflexion sur l'articulation entre texte et image. Et quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'avais vraiment cette, on va dire, discipline, ou ce regard qui est celui d'articuler le texte et l'image. Donc en fait, j'ai essayé pendant 3 ans là sur LinkedIn de publier des choses qui avaient de la force juste avec l'image. C'est-à-dire que certaines personnes, je pense, apprécient juste l'image et puis peut-être survolent le texte.
euh, de la force dans le texte. Donc ceux qui veulent lire que le texte, qui s'intéressent pas trop à l'image, même si en fait la pratique c'est que c'est l'amorce, hein, l'image, donc on va lire le texte après, mais que le texte en soi a de la valeur, va apporter soit de la connaissance, soit un nouveau regard, soit de la donnée, soit de la pédagogie ou de révéler quelque chose qui a de la valeur. Et bien sûr, le summum de ce que je recherche, c'est l'articulation parfaite entre les deux. Donc du coup, quand j'ai voulu mettre ça en bouquin, bah, je suis allé voir une vingtaine d'éditeurs. Je suis allé voir une vingtaine d'éditeurs et ce que j'ai constaté, c'est que j'allais pas avoir, même pour parfois des éditeurs immenses, quoi, hein, des grandes maisons prestigieuses, bah, avec ces grandes maisons, j'allais peut-être pas avoir toute la liberté éditoriale dont je rêvais. Peut-être que bah, j'allais devoir rentrer dans des collections qui avaient déjà des formats préétablis. Et donc avec Alary, c'est vraiment ça qui a fait la différence, c'est que j'ai senti avec Maëva Duclos, qui est l'éditrice d'Alary, qui avant était s'occupait du dessous des cartes aux éditions Talendier. Elle m'a vraiment fait confiance sur la, on va dire, le format, quoi, en fait. Hein. Ouais, t'as eu carte Bon, blanche. ça a été travaillé. J'ai eu carte blanche, même s'ils ont apporté aussi beaucoup sur la partie iconographie. Il y a une iconographe qui est venue travailler. Il y a une directrice artistique qui s'appelle Oui, Emma bien sûr. Huon qui est venue aussi apporter son regard. Mais voilà, en effet, c'est un bouquin hybride comme ça. Plus de 200 pages avec, on va dire, une page d'image, une page de texte. Bah, ça n'existe pas trop, quoi. Donc j'ai pu en effet créer un format très hybride qui correspond bien à mon travail. J'imaginais, tu sais, les éditeurs te regardaient avec leurs lunettes et les cases dans lesquelles ils doivent faire rentrer, tu sais, un peu ces meubles d'apothicaire avec tous les tiroirs, là. Et puis toi, arrivé avec ta forme qui rentrait dans aucun tiroir, j'imaginais bien tous ces moments d'incompréhension. Et donc bravo d'avoir tenu bon, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression qu'en fait on rentre nulle part, et donc il faut renoncer, et il faut s'adapter, et en général c'est des concessions qui sont dommageables, et donc bravo d'avoir tenu bon pour ça. Eh ben oui, oui, alors non mais c'est très juste, c'est un petit peu ça qui est arrivé, en effet. Et donc je suis très reconnaissant envers les éditions Alary pour ça. Si on devait s'imaginer les livres en famille, tu sais, on a un peu le jeu des 7 familles à créer avec des bouquins. T'es dans quelle famille toi avec ton livre, et c'est quoi les livres qui sont dans ta famille? Est-ce que t'en as identifié? Est-ce que tu penses à des livres qui, je sais pas, ce seraient des frères, des parents, des cousins? T'as des idées comme ça? Oui, alors je peux aussi me référer à ce qu'on me dit, hein, parce que ce livre-là, je l'ai évidemment pensé comme l'extension de ce que j'ai fait sur ces dernières années, mais on m'a comparé, on m'a dit que ça faisait penser à, et donc du coup, ouais, on peut dire que ce bouquin Géoconscience, on va dire, il y a trois livres, ou trois ou quatre livres qui ne sont pas en soi proches du format ou du ton du livre, mais qui combinés peut-être pourraient correspondre à ce qu'est Géoconscience. Toute proportion gardée, parce qu'évidemment là je vais mettre des livres immenses. mais voilà, donc La Bible, Le voilà. Petit Prince. Euh, Pardon, excuse-moi. non, non, mais je vais donc sur la partie anthropologie. Donc moi j'enseigne l'anthropologie. Donc j'ai un côté sciences humaines et et donc même si ce bouquin c'est pas un bouquin ultra pointu d'anthropologie, quand je parle de cosmographie, donc de travail sur la représentation graphique du territoire, et en l'occurrence là ici de l'espace géographique sur Géoconscience, je mets quand même un prisme qui est sciences humaines. Et parmi les grands, on va dire, auteurs qui ont réussi à démocratiser un travail pointu de sciences humaines, il y en a deux auxquels on peut se référer et qui ont réussi à vendre des bouquins un peu partout dans le monde. Le premier, c'est Jared Diamond. Donc Jared Diamond, c'est un anthropologue, plutôt géo-anthropologue en fait, un géographe et anthropologue qui a écrit plusieurs livres passionnants. On peut citer Le troisième chimpanzé, on peut citer Collapse aussi, Effondrement. On peut citer, en fait, toute son œuvre. C'est ça, c'est des sciences humaines qui sont mises en accès en fait à chacun, et c'est passionnant. C'est des petites histoires, des illustrations, tout en étant quand même de la sacrée anthropologie. Hein. Donc Jared Diamond, ce serait une source ou une famille sur le ton. Il y a aussi Sapiens d'Harari qui est plutôt histoire, mais qui est un petit peu pareil, c'est-à-dire que en fait c'est un gros travail de sciences humaines, histoire, mais qui a été présenté de façon accessible à tous. Alors là, on est vraiment sur le best-seller, mais
Ouais, il y a un côté comme ça, surtout sur mes parties historiques au début. En fait, au début de mon Ouais, livre, c'est je vrai. vais vraiment plonger sur la préhistoire et sur une analyse du développement humain dans son rapport au territoire. Et il y a un peu d'Harari, en tout cas, c'est ce qu'on me dit souvent dans mes conférences ou mes cours. Euh, autre famille qui n'est pas du tout a priori directement connectée, mais qui est une des dimensions de géoconscience, c'est la Terre vue du ciel J'en de étais Yann Arthus sûr. Bertrand. J'en étais sûr. Bah Oui, oui, bien sûr. bah oui, parce qu'en fait, comme je mets beaucoup d'images satellites, alors c'est pas des images aériennes, hélicoptères comme Yann Arthus Bertrand, il y a quand même une quarantaine d'images satellites, ça correspond à peu près à, on va dire, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 40% des images, c'est des images satellites qui sont très esthétiques. Donc ça peut rappeler un peu Yann Arthus Bertrand avec La Terre vue du ciel, J'allais dire ça ou le livre de Thomas Pesquet, tu sais. ouais, euh, voilà. Il y a un petit peu de ça. Euh, Peut-être plus Yann Arthus Bertrand dans le côté couleur et le côté très très pictural. Le bouquin de Pesquet est un petit peu plus on va dire spatial quoi. On sent qu'on est vraiment depuis l'espace. Mais oui, voilà, il y a un côté terre vue du ciel, vue satellite, pas que dans le livre, mais il y a de ça. Et le troisième, euh, c'est euh, c'est donc quelqu'un qui m'a envoyé un bouquin, la biographie de Alexander von Humboldt, donc qui est le plus grand naturaliste, cosmographe, géographe du 19e siècle. Euh, et qui a écrit une œuvre qui s'appelle Cosmos. C'est l'œuvre de sa vie. En fait, il a écrit une seule œuvre qui s'appelle Cosmos, qui est immense, hein, mais qui correspond assez bien au travail que je veux faire. Lui, il avait une sensibilité plus vivant, botanique, mais il était très géographie aussi, hein. J'en parle dans le livre, bien sûr. Et donc voilà, donc entre du Jared Diamond, du Yann Arthus Bertrand et du Humboldt, pour ceux qui connaissent, il y a un petit peu ça dans ce bouquin. Et tu donnes du coup une bonne idée effectivement d'à quel point ton livre il est foisonnant. Parce que, comme tu l'as déjà dit, texte, image, point de vue scientifique, géographique, il y a aussi une partie poétique. Est-ce que tu as une émotion dominante que tu aimerais faire ressentir aux gens qui parcourent ton ouvrage? Est-ce qu'il y a Ouais, presque alors, une stratégie un peu, tu vois, complètement. dans l'émotion dans laquelle tu aimerais mettre les gens? Ouais, complètement. C'est même on va dire que c'est volontaire, hein. En gros, moi, je citais tout à l'heure Alain Damasio, donc j'ai une grande culture, en toute humilité, mais en tout cas, j'ai beaucoup lu de science-fiction et d'imaginaire, la littérature de l'imaginaire. Et dans la littérature de l'imaginaire, il y a très souvent on va dire un levier d'attention, de structuration et d'amorce aussi de l'intérêt du lecteur qui s'appelle le, le, l'effet stupéfiant. Donc l'effet stupéfiant, c'est l'idée qu'on se retrouve sur, je sais pas moi, en science-fiction, imaginons un monde où il y a des voitures volantes. Bon bah, le premier effet, c'est waouh, il y a des voitures volantes, il y a des voitures volantes. Ou alors une planète de sable où il y a des gros vers qui sortent des dunes. Waouh. Par En fait, hasard. voilà. En fait, le premier effet, c'est la stupéfaction. Et souvent dans mes publications, c'est aussi ça qui, je pense, générait voilà l'intérêt et le partage parce que les gens ont envie de dire et regarde ça, c'est stupéfiant. C'est arrête-toi. La stupéfaction, c'est un peu arrête-toi et regarde cette information. Elle vaut le coup. Et une des manières de générer la stupéfaction, c'est malheureusement beaucoup de mauvais sentiments, comme l'injustice, la colère, etc. Et moi, j'essaye de générer de la stupéfaction par d'autres biais, qui sont pas des biais négatifs. Donc c'est pour ça que parfois ça peut être l'émerveillement, qui génère cette stupéfaction. Waouh, c'est beau. Ça peut être aussi la curiosité. Attends, j'ai pas bien compris. Attends, je veux creuser. J'ai pas bien compris. Ça a l'air intéressant. Curiosité. Et puis enfin, le troisième sentiment positif que je veux générer, c'est la confiance, parce que quand je révèle ou quand je raconte un problème, je sous-entends toujours
qu'on est capable de le surmonter. Et donc c'est aussi une émotion, hein, en tout cas une attitude émotionnelle qui serait celui d'avoir confiance dans notre capacité à apprendre, à changer, à évoluer, malgré l'immensité de nos manquements. On peut changer. Donc voilà. Donc la stupéfaction, c'est le hook, quoi, c'est l'accroche. Mais j'essaye de générer de l'émerveillement, de la curiosité et un sentiment de confiance chez le lecteur au fil de l'expérience de lecture. Ton livre, c'est une mine d'effets waouh. Si toi, il y en a un que tu devais garder, est-ce que tu en as un préféré? Est-ce que tu en as un qui t'a fait peut-être aussi à toi le plus waouh? Est-ce que, je sais pas, il y en a un sur lesquels les gens ont le plus résonné? Si tu devais m'en donner qu'un seul, ce serait quoi? Ah, ce qui est vraiment caractéristique de ce bouquin, c'est que il n'y a pas un seul élément qui ressort. C'est une centaine de faits ou d'approches ou de regards qui qui vont toucher les uns ou les autres en fonction de leur propre expérience du territoire, quoi. Les gens qui aiment la montagne, ils vont apprécier les chapitres sur les montagnes. D'autres, ça va être sur les océans. Il y a vraiment de tout, quoi. En plus, le bouquin, il est construit de manière à ce qu'il y ait différent. C'est un jeu d'échelle. Il y a la dimension globale sur le premier tiers, donc vraiment la planète, donc la dimension planétaire. Le deuxième niveau, c'est tous les échelons intermédiaires, donc les territoires, les nations, les villes, jusqu'au terroir, quoi, ce qu'on appelle le territoire local. Et le troisième niveau, c'est le milieu, c'est-à-dire ce qui n'est pas lié à la représentation humaine, mais qui est de facto les relations qui se trouvent, qui se composent à l'endroit où l'on se trouve. C'est le milieu, donc il y a comme ça monde, territoire, milieu. Donc en fait, il y a des gens qui sont, surtout quand on est proche de l'écologie ou de l'économie dans une entreprise, bah, il y a une échelle qui va plus parler aux gens. Donc il y en a qui vont être sensibles par exemple au point Nemo à l'échelle globale. Donc c'est l'idée qu'il y a au centre de l'océan Pacifique un point théorique qui s'appelle le point Nemo, qui est le pôle d'inaccessibilité planétaire, le plus éloigné de toutes les terres émergées. Et ce point Nemo, c'est l'endroit qui est visé par les opérateurs d'engins spatiaux comme SpaceX, comme la NASA, l'Agence spatiale européenne, pour aller s'écraser lamentablement. Évacuer. Ouais, parce qu'en termes de probabilité, c'est là où il y a le moins de chances de tomber sur un être humain. Et en fait, l'image que je propose avec ce concept ce point Nemo, c'est une représentation de la face bleue de la Terre, parce qu'en fait, l'océan Pacifique représente un tiers de tout le globe terrestre. Donc en fait, il y a un angle de notre monde qui est tout bleu. En fait, on voit pas du tout de continent. Il y a une face de notre monde qui est 100% océanique, et donc ça me permet de parler des enjeux océaniques au niveau global. Au niveau territoire, donc au niveau intermédiaire, bah, ça peut être des enjeux liés aux frontières. J'ai représenté la frontière, plusieurs frontières en fait, mais celle de la frontière entre les États-Unis et le Mexique est quand même spectaculaire pour des raisons politiques, mais je viens aussi rappeler que ces frontières très artificielles viennent aussi gêner la continuité écologique, les flux d'oiseaux, de végétation, et donc ça vient questionner la notion de frontière dans le rapport à l'espace. Et puis au troisième niveau, au niveau milieu, ben je pourrais tout simplement citer le rapport au vivant, notamment le lien entre l'agriculture et la propriété intellectuelle sur le vivant, c'est-à-dire l'idée que notre économie a tendance à s'approprier littéralement au sens juridique ce qui est autour de nous, les semences, les animaux, les végétaux. Et ça raconte une certaine une certaine représentation en fait de notre interaction ou de nos interactions avec le milieu dans lequel on se trouve. Et il y a tout un tas d'initiatives qui sont passionnantes. Alors il y a celle de Vandana Shiva par exemple en Inde qui combat la piraterie biologique, hein, la biopiracy, et qui voilà, raconter, c'est quand même incroyable ce qu'elle a fait en Inde pour protéger le riz basmati, pour aller protéger les agriculteurs dans leur relation au milieu naturel ancien. Donc
Voilà, comme ça, sans réfléchir, je prends ces trois-là pour les trois échelles. Maxime, je continue sur cette idée que les livres ils résonnent différemment dans nos vies. On a parlé du fait qu'il y avait un jeu de cette famille des bouquins. Moi, j'aime bien aussi dire que les livres, c'est un peu alors soit des portails vers d'autres mondes à la Stargate, soit même carrément des machines à remonter le temps, tu vois, des sortes de DeLorean, du retour vers le futur qui te permettent d'aller. C'est vrai que souvent on pense au passé, tu vois. Je pense à ma mère avec ses livres sur Louis XIV, mais aussi parfois vers des possibles futurs, souvent de manière dystopique, mais ça peut aussi donner un peu une idée de là où on pourrait aller si. Et en l'occurrence, c'est ce que j'essaie d'explorer avec les 2030 cadres dans lesquels on en a déjà parlé. Est-ce que toi, il y a un livre qui te semble être une projection assez raisonnable de ce que donnerait à voir le monde si les propos de ton livre se normalisaient? Tu vois, si la géoconscience devenait mondiale, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur notre relation au vivant, sur notre manière d'occuper le monde dans les décennies à venir? Je ne sais pas, je n'arrive pas à répondre à cette question. Dans le sens où je ne connais pas je connais pas de livre qui est écrit, c'est peut-être pour ça que j'ai envie de le faire, hein, qui est écrit une vision de l'avenir qui corresponde à cette réconciliation. Il y a des livres comme Ecotopia, il y a des livres, on va dire, utopiques ou post-apocalyptiques qui vont raconter une relation avec le territoire qui soit saine, mais souvent ça passe par une décroissance technologique souvent forcée ou spectaculaire. Euh, ce qui fait partie de la solution, bien sûr. Euh, mais j'ai pas. Moi, j'adore Ursula Le Guin, par exemple, Ursula Le Guin, qui est une grande autrice de science-fiction américaine et de fantasy, qui est elle-même d'ailleurs fille d'anthropologue, du premier anthropologue sur le territoire américain dans le courant du XXe siècle. Et elle a fait plusieurs tentatives d'utopie, de questionnement sur les. En gros, elle prend une planète et elle construit une société. Et elle en a fait beaucoup dans Les Dépossédés, La main gauche de la nuit, Le nom du monde des forêts, qui est magnifique, mais qui... Le nom du monde des forêts, ça parle davantage du passé que de l'avenir, en fait. Ça parle d'une relation symbiotique entre des populations qui ressemblent très fortement aux aborigènes d'Australie, avec leur forêt. Donc en fait, on est sur un retour au paléolithique. Moi, j'ai en gros une structure de pensée de l'histoire humaine et de l'évolution qui s'inscrit sur l'idée qu'il y a eu le paléolithique pendant des millions d'années où on avait une représentation du territoire qui était celle de se placer dans un milieu qui était beaucoup plus puissant que nous. Et ensuite, il y a le néolithique qui commence il y a 12 000 ans, où en gros, on découvre la puissance technique et on se met à raconter le territoire comme étant assujetti à l'intelligence humaine. Et en gros, moi, j'appelle un troisième temps, qui serait après le néolithique. Donc, paléolithique, néolithique, et qu'est-ce qu'il y a après? Et en réalité, dans la littérature, on a très souvent la tendance, et ça s'explique, à raconter que le monde d'après à raconter un monde d'après qui ressemble beaucoup au paléolithique en fait, qui ressemble beaucoup à ce qu'on faisait bien avant et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Mais entre-temps, il y a eu tout un tas de transformations technologiques, politiques, sociétales, énergétiques, anthropiques, on pourrait dire. Et du coup, pour moi, c'est pas valable. Donc, j'ai pas d'exemples de livres qui, qui racontent comme ça le monde réconcilié, enfin l'humanité réconciliée avec son territoire, et donc ça me donne très envie de l'écrire. Oh là là, tu nous fais un teaser extraordinaire, t'as déjà le titre, L'humanité réconciliée, c'est génial. L'humanité réconciliée, ouais, quelque chose comme ça. Bah, tiens, ça ressemble un peu au titre de Fred Vargas, non? Je sais plus, ça me dit rien. L'humanité, c'est quoi Fred Vargas? Les personnes qui nous écoutent Je pourront sais aller plus. regarder et Euh, quand on postera ça sur les réseaux, ils commenteront. non, mais toi, tu m'avais demandé de réfléchir à un extrait à lire. Ouais, Et donc, du coup, j'aimerais bien, si ça te va, prendre 2-3 minutes pour lire le passage de Regard sur le monde actuel de Paul Valéry, qui correspond vraiment bien à la description. Tu connais ce texte? je le connais pas, non.
Non, mais qui correspond vraiment bien à la description de ce que je raconte, c'est-à-dire qu'on est en ce moment dans un bouleversement cosmographique, on est dans un moment où la façon dont on se représente le monde se transforme, et que ça se traduit par à la fois une recomposition qui peut donner confiance, mais aussi des résistances en fait, qui nous font faire plein d'erreurs. Eh ben allez, Et on allons-y. est dans ce moment-là, et Paul Valéry, dans Regard sur le monde actuel, dans lequel il prononce cette phrase qui est devenue culte, le temps du monde fini commence. Voilà, je proposais de te la lire. Avec plaisir, merci Maxime, on t'écoute. Alors, il écrit ça en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, et juste avant de mourir, hein. Il écrit: toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations. L'ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, donc l'ère de libre expansion, éclose. Plus un roc qui ne porte un drapeau, plus de vide sur la carte, plus de régions hors des douanes et hors des lois, plus une tribu dont les affaires n'engendrent quelques dossiers et ne dépendent par les maléfices de l'écriture de divers humanistes lointains dans leurs bureaux. Le temps du monde fini commence. Le recensement général des ressources, la statistique de la main-d'œuvre, le développement des organes de relation se poursuivent. Quoi de plus remarquable et de plus important que cet inventaire, que cette distribution et cet enchaînement des parties du globe? Leurs effets sont déjà immenses. Une solidarité nouvelle, excessive et instantanée entre les régions et les événements est la conséquence déjà très sensible de ce fait. Nous devons désormais rapporter tous les phénomènes politiques à cette condition universelle récente, chacun d'eux représentant soit une obéissance, soit une résistance aux effets de ce bornage définitif et de cette dépendance de plus en plus étroite des agissements humains. Toujours là ? Je suis pas tombé de ma chaise, j'étais pas loin, mais je suis pas tombé de ma chaise, c'était vachement bien. Ouais, donc là pour moi, il y a la lucidité, il y a l'éclair de visionnaire de Paul Valéry qui, quand il dit le temps du monde fini commence, le recensement général des ressources, le développement des organes de relation, en fait, on peut le lire comme il parle d'écologie, avec l'idée que en fait, il faut commencer à se penser dans un monde qui est limité en termes de ressources naturelles, mais il parle aussi d'internet, le développement des organes de relation, en parlant de cette mondialisation planétaire qu'il anticipe pour le XXe siècle. En fait, il voit ce que devient notre monde. Et j'ai pas tout lu, mais un petit peu plus tard, il dit que ces transformations dans l'histoire sont en train de nous transporter dans un milieu de structures différents et que parfois nos actions perdent leur sens et deviennent cause d'efforts infructueux et d'erreurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que je constate souvent. C'est-à-dire que je vois des résistances ou des gens qui forcent dans leurs initiatives et qui causent des efforts infructueux. En matière d'écologie, il y en a énormément, des efforts infructueux, et ce qui va frustrer, qui va parfois faire du mal psychologiquement à ceux qui les produisent, ces efforts, et puis des erreurs pas seulement du côté de ceux qui défendent la nature et l'environnement, mais aussi de tous les autres côtés. Donc voilà, j'adore ce texte. Moi, je l'ai découvert quand je vivais à Rome en 2013, et il m'a hanté pendant de longues années. Ouais, je comprends. J'y voyais là, je t'écoutais lire et en fait je voyais l'écrasement organisé du subtil aussi dans ce qu'il disait. Tu vois, cette nécessité d'à la fois compter pour bien protéger, mais Ouais, l'avènement de cette rigueur qui fait aussi partie du piège d'une certaine manière. ouais, la structure, un peu ce que Mumford, l'historien de la ville, appelait la méga-machine. Cette idée qu'il y a une structure de plus en plus rigide, de plus en plus mécanique, qui s'impose au monde et que ça vient peut-être, oui, perturber, briser le fluide originel, l'élan vital. Donc il y a de ça un peu, ouais, dans ce texte. C'est ma dernière question déjà, Maxime. Je suis vraiment très heureux d'avoir eu cet échange avec toi. Tu as un peu déjà répondu, mais je te la pose quand même, cette question. C'est quoi la suite maintenant pour toi? Tu es déjà sur le tome 2, 3? Tu as d'autres projets? Ouais, ouais, alors j'ai commencé le tome 2. Donc le tome 1, c'était Géoconscience, Géoconscience, un nouveau regard sur le territoire, dont il y a une nouvelle édition qui va sortir en format Oui, j'ai souple, vu ça. voilà, début octobre.
parce que la première, qui est un format, on va dire, un peu beau livre, est quasiment épuisée, il en reste plus trop. Donc on est très content. Donc du coup, il y a une deuxième édition qui va sortir en format souple, un peu plus transportable. Mais je suis déjà en Un peu effet moins sur cher le deuxième. peut-être aussi, j'imagine. Pardon? Un peu moins cher aussi peut-être. Un peu moins cher, ouais. 29 € pour le premier, et là ce sera 20 €, quoi. Et je suis déjà sur le deuxième, donc Bioconscience, un nouveau regard sur le vivant, donc réfléchir au territoire, mais dans sa dimension plus biologique que géographique, qui fait partie de mon travail aussi. Et puis là, à la rentrée, les nouvelles, ça va être une émission radio sur RFI de 10 minutes par mois, qui va s'appeler Le Petit Atlas de RFI. Donc je vais raconter un territoire en 10 minutes, en essayant de manifester ce territoire par un morceau de musique. Donc c'est à la fois géographie et musique du monde, quoi, on va dire. Ah ouais, tu creuses le côté poétique aussi du coup. Ouais, tout en allant sur une réflexion sur l'écologie, la technologie, l'histoire et la société, mais à la fin, un morceau de musique. Donc ça va commencer le 2 septembre sur RFI, dans l'émission C'est pas du vent, de Anne-Cécile Bras. Je pense que ce sera disponible après en podcast en 2026, début 2026. Ça, c'est les premières nouvelles. Et puis voilà, on va s'arrêter là. J'ai plein d'autres projets en cours, mais restons-en là pour l'instant. Le James Cameron de la géoconscience. Faut pas encore, en termes de moyens, C'est vrai. mais ça avance, quoi. Et tout ça, on le retrouve pour les personnes que ça intéresse. Je pense que le mieux, c'est de s'abonner à ta page LinkedIn, c'est ça ? Page LinkedIn, je vais aussi avoir un nouveau site internet, je pense vers septembre-octobre, qui va sortir et qui, j'espère, va donner la possibilité à ceux qui me suivent d'interagir, de m'atteindre plus facilement aussi pour échanger. Donc ce sera maximebourdeau.com, et sinon c'est ma page LinkedIn, ouais, en effet. Merci Maxime. Et merci à toi, Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager cet épisode autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en onde les foisonnantes discussions enregistrées à la Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.